Alors, je vais parler de l'imagerie des infections respiratoires chez le neutropénique. Alors déjà, la neutropénie, elle est définie par la présence de moins de 500 éléments par litre de sang. Et c'est une situation que l'on voit le plus en oncohématologie. Alors, soit en décours d'une chimiothérapie d'un cancer solide, soit d'une chimiothérapie d'induction ou de consolidation chez les leucémiques et dans le cadre de l'aplasie, mais aussi dans le diagnostic des leucémies. Voilà, tu peux voir dans le diagnostic de la leucémie, une neutropénie qui fait des angines, avec beaucoup de fièvre, etc. Alors, c'est une situation qui peut se voir de façon courte, moins de 7 jours, ou de plus longue durée, et ça fait qu'on a une sélection de germes qui seront différents. Les infections respiratoires y sont assez fréquentes parce que le poumon et l'appareil respiratoire en général est le premier en contact avec les agents pathogènes. Alors, ça peut causer décès si le diagnostic n'est pas fait, et bien sûr, ça peut causer aussi la morbidité avec des séquelles au niveau du parenchyme pulmonaire. Alors, ce sont des infections qui sont de plus en plus documentées, aussi bien en microbiologie, en parasitologie, mycologie et en imagerie. Alors, comment on va l'explorer? Le scanner doit être fait en première intention, soit devant une fièvre, soit devant des symptômes respiratoires chez un patient neutropénique. Alors, c'est vrai qu'au lit du malade, on fait une radiographie standard, c'est le plus facile, mais ça risque d'être négatif jusqu'au 5e jour. Et ça va donner un faux, si vous voulez, un faux négatif. Alors, pourquoi le scanner? Pour donner des indices précoces et incriminer le poumon dans l'infection et pour les symptômes respiratoires, les expliquer, et aussi essayer de faire la part entre ce qui est infectieux, toxique, parce que la chimiothérapie peut donner une pneumotoxicité, si vous voulez, dans certaines molécules, et le non infectieux, un OAP, une hémorragie intra-alvéolaire, etc. Et surtout pour guider aussi les lavages broncho-alvéolaires qui sont très importants dans ces conditions et le suivi. Alors certaines équipes, notamment américaines, travaillent sur le scanner et la TEP, mais pour les infections fongiques invasives. Le scanner, on le fera idéalement avec injection, enjeu scanner, et on va voir pourquoi, mais ça va discuter au cas par cas. C'est pas toujours évident de le faire d'emblée. Les reconstructions, bien sûr, qu'on a l'habitude de faire, mais on a vu lors de ces 2 jours qu'il ne suffit pas de voir le parenchyme pulmonaire, mais aussi les branches, la trachée, parce qu'il peut y avoir des anomalies, les vaisseaux, la plèvre, la paroi, ce qui est extra-thoracique. Ce qui est thoracique généralement, on prend avec une partie du foie, une partie de la rate, et il peut y avoir des lésions qui vont nous aider pour le diagnostic. Et la surveillance, il faut aussi penser aux doses, parce que ce sont des patients, mis à part la surveillance de leur pathologie initiale, qui auront beaucoup d'épisodes infectieux. Donc, n'oubliez pas que le contexte, c'est l'onco-hématologie. Alors, sémiologiquement, ça dépend, et l'aspect dépend de beaucoup de facteurs. Alors, il est conditionné par l'aspect ou l'état du poumon sous-jacent déjà. Un poumon pathologique, on aura quelques germes qui sont différents. Alors, la durée de la neutropénie et la physiopathologie du germe. Alors, est-ce que la dissémination est pathogène? Est-ce qu'elle est bronchogène? Est-ce que ça va donner des emboles? Est-ce que c'est nécrotique? Et bien sûr, l'écologie du service et de l'unité. Quand je parle d'écologie, il y a des germes et des mycoses qui sont là dans une unité, par exemple, protégée de leucémie. Ce n'est pas la même chose pour une greffe, pour le service greffe, et ce n'est pas la même chose pour la réanimation. C'est différent, mais principalement, ce sera bactérien et mycosique. Les virus, c'est beaucoup plus l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. C'est une sémiologie qui est très variée. On peut avoir de toutes les lésions élémentaires. Un nodule, ça peut être focal, ça peut être diffus, ça peut être une bronchiolite, une condensation lobaire, du verre dépoli, avec tous les aspects que je pouvais imaginer, et des lésions et des associations lésionnaires. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de pathognomie. On ne peut pas dire que cette lésion est automatiquement aspergillose. Mais heureusement qu'il y a des signes évocateurs. Et c'est ce qu'on va voir en présentant quelques cas d'infection respiratoire chez le neutropénique et principalement pneumopathie. Alors le premier cas est celui d'un patient qui a une leucémie en rechute avec multiples nodules, vous les voyez, intéressant les 2 parenchymes pulmonaires, prédominant au niveau des bases. Il y a des nodules qui sont confluents, mais le caractère commun, c'est que ces nodules, ils ont un centre qui est dense et une périphérie qui est en verre dépoli. Et c'est le signe du halo
qui est très évocateur d'aspergillose angio-invasive. Certes, c'est un signe qui est fugace, c'est-à-dire il peut disparaître dans les 2 jours si on ne tombe pas dessus, mais il y a d'autres critères pour l'aspergillose angio-invasif. Alors, à notre cas, avec les mêmes signes de l'éclipse et le signe du halo, mais dans les 48 heures, dans les 3 jours, soit à la sortie de la neutropénie, soit parce qu'on a commencé un traitement, ou bien une excavation qui se fait naturellement, si vous voulez, on commence à voir le deuxième signe qui est évocateur de l'aspergillose angio-invasive. Alors, ce n'est pas la même chose que la greffe, etc. Aspergillaire, c'est le crescent sign ou le signe du croissant graphique. C'est l'émersion, si vous voulez, de l'éclipse et la sortie, ça peut signer la sortie de la neutropénie. Mais on peut voir aussi une excavation centrale. Mais cette succession d'événements qui nous fait penser à l'aspergillose angio-invasive chez le neutropénique, encore une fois. On ne parle pas des infections communautaires en médecine de ville, si vous voulez. Alors, ces aspects-là sont évocateurs de l'aspergillose angio-invasive, les deux, que ce soit le signe du halo, que ce soit le crescent sign ou le signe du croissant. Mais avant qu'elle soit invasive pour le vaisseau, elle était déjà pour la branche. Et ces signes de broncho-invasifs, ça rejoint un tout petit peu les atteintes bronchiques et bronchulaires. On peut avoir un nodule qui est centré par une branche, qui est irrégulière, un aspect d'un broncho bourgeant, et on peut avoir tout simplement des compensations. D'accord? On peut avoir aussi, c'est pour ça qu'il faut voir un autre aspect d'une aspergillose broncho-invasive. Il faut voir ce qui se passe au niveau de la trachée, au niveau des branches, chose que l'on n'a pas l'habitude de faire. Quand on a un patient neutropénique en salle de scanner, on voit le poumon, on peut voir un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la plèvre, et on ne jette pas un coup d'œil sur la trachée et les branches, et ça peut signer le diagnostic. Alors pourquoi cet aspect-là de l'aspergillose angio-invasive? Alors les spores d'aspergillus, il y en a une centaine, si vous voulez, de types déjà d'aspergillose, il y en a plein dans cette salle, et ils sont présents. Alors quand il y a neutropénie, quand il y a défaut de phagocytose, il risque d'avoir une première bronchoinvasion. Et c'est ce qu'on a comme aspect que l'on a vu avec la bronchobourgeon, la trécobronchite, etc. Après, quand il y a une angio-invasion, on a un embole. Alors cet embole va être suivi d'une nécrose hémorragique. C'est ce qui va nous donner en imagerie l'aspect en halo. Et anatomopathologiquement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un embole, un infarctus au centre et en nécrose hémorragique. Si on a la chance, bien sûr, de voir l'aspergillose sur cet aspect, alors une fois que ce n'est pas traité, ça va passer à la circulation générale avec une atteinte extra-thoracique. L'intérêt d'angioscanner, justement, c'est pour visualiser ces emboles-là. C'est généralement pour les mycoses ou autre chose, mais principalement l'aspergillose et la mucormycose. Alors, ces signes font partie des preuves pour une atteinte bronchique invasive, pour l'aspergillose, avec toutes les mises à jour en 2020 et 2022. Alors, devant le signe du halo, j'ai aspergillose angio-invasive en premier, mais après, on peut avoir d'autres mycoses. On parle de neutropénique, mais chez un patient qui est cancre, le signe du halo peut être visualisé sous plusieurs casquettes, si vous voulez. Et la bronchobourgeon, bien sûr. Chez le neutropénique, c'est aspergillose, bronchiolite bactérienne par la suite, rarement le viral, parce que ce n'est pas l'immunité cellulaire qui est touchée et pas l'immunité humorale. Un autre pattern, si vous voulez, d'infection, une atteinte bilatérale diffuse, avec multiples nodules disséminés, aussi bien au niveau des apex, au niveau des régions moyennes et de la base, avec encore une fois le caractère commun, c'est qu'on a du verre dépoli central, cette fois-ci, et on a de la condensation périphérique. D'accord? À l'inverse de ce qu'on a vu pour l'aspergillose angio-invasive, c'est la tonsilline, et sa signe, c'est un signe très évocateur d'une autre mycose, de la mucormycose. Alors, cet aspect-là, encore une fois, d'avoir inversé, ça peut être une pneumonie organisée, ça peut être un infarctus, mais sous d'autres cieux. Là, on est chez, encore une fois, le neutropénique. Alors, la mucormycose, là aussi, ça va donner des emboles. Ça peut donner plusieurs aspects, mais quand on a cet aspect-là, c'est très en faveur. Ça peut être diffus, comme ça peut être localisé, comme ici par exemple, et on a là une atteinte, une nécrose centrale si vous voulez, avec une densification périphérique, et quand on voit le fenêtrage médiastinal en sagittal, il y a aussi une atteinte splénique,
Il y a une connexion splénique sous-jacente qui était une mycormycose parce que ce patient a été opéré par la suite. Et sur les coronales, on a la mycormycose du côté gauche et on a une embolie du côté controlatéral. Pas obligatoirement une embolie mycosique ou frangique, ça peut être autre chose. C'est un patient qui a une neutropénie vers autre chose en sous-jacent. C'est l'intérêt de voir ce qui se passe ailleurs pour ne pas voir l'aspect de l'arbre qui cache la forêt. Alors, allons inverser, c'est plusieurs atteintes. La neutropénie, c'est principalement les mycoses, encore une fois. Alors, un autre cas, un patient qui se présente pour toux sèche, dyspnée fébrile d'aggravation rapide, neutropénique, un aspect envers dépoli sur le poumon, sans lésion nodulaire, et ça se confirme sur le scanner avec multiples plages. C'est l'aspect de verre dépoli vrai, enfin l'aspect en mosaïque, à la succession de ce qu'on a vu hier, plusieurs plages en verre dépoli, respectant un tout petit peu la périphérie, et c'était une pneumocystose chez le patient, confirmée, là aussi. Et la pneumocystose, ça peut donner ces plages en verre dépoli, le plus souvent c'est comme ça qu'on la rencontre, et se voit beaucoup plus quand on a une infection rétrovirale, quand on a un défaut de l'immunité cellulaire, beaucoup moins chez le neutropénique, mais il ne faut pas l'oublier, et ça peut donner plusieurs, ça peut revêtir plusieurs aspects. On est beaucoup plus à l'aise pour dire pneumocystose, on peut avoir associé quand on a un pneumothorax, mais c'est encore une fois le contexte et les examens bien sûr biologiques et les explorations microbiologiques et bactériologiques et mycologiques. Alors devant un verre dépoli chez un neutropénique, toutes les infections sont possibles, à commencer par les viroses, par le bactérien aussi, mais beaucoup plus rarement l'aspergillose. Alors c'est pneumocystose, le reste, mais aussi les pneumopathies médicamenteuses, l'OAP et les hémorragies alvéolaires, parce que ces patients-là peuvent faire autre chose que l'atteinte infectieuse. On peut rencontrer aussi des miliaires chez le patient neutropénique, c'est-à-dire une miliaire Elsine, c'est ça sa définition, que la dissémination est hématogène. Alors on a l'habitude de voir la miliaire dans notre contexte suite à une tuberculose, mais ce contexte-là, c'est hématogène, mais c'est beaucoup plus une candidémie. Quand on a une miliaire chez un patient neutropénique, encore neutropénique, pas ailleurs, il faut penser candidémie en premier. D'accord? Et par la suite, les autres atteintes. Alors c'est un aspect qui est typique avec une atteinte qui ne respecte ni la périphérie ni le centre. Ça atteint aussi bien ces centres lobulaires et périlobulaires. Il faut penser candidémie. Et bien sûr, dans la seconde temps, parce qu'il peut faire aussi une tuberculose, les mycobactéries, qu'elles soient atypiques, qu'elles soient notre tuberculose, l'important c'est qu'il y ait, c'est une dissémination, si vous voulez, hématogène, et ce se voit beaucoup plus dans la candidose. Alors, quand on fait le scanner, et quand on tombe sur un aspect d'un foie qui est micronodulaire et d'une rate micronodulaire, ça réconforte le diagnostic, parce que c'est septicémique, ça atteint l'ensemble des organes. Un autre cas, enfin un autre aspect sous lequel on peut rencontrer des infections respiratoires chez le neutropénique, c'est les lésions excavées. Alors cette dame, cette jeune, elle avait déjà une tuberculose dans le passé. Alors ce qui s'est passé avec sa neutropénie, c'est qu'il y ait une réactivation de sa tuberculose. Mais la tuberculose, comme ça, la neutropénie, elle ne cause pas la tuberculose, il peut y avoir une réactivation. Et c'est ce qu'on a. Un épaississement des parois de la cavité avec une dissémination, vous le voyez bien, bronchogène, un aspect d'arbre bourgeant, on le voit mieux avant, sur ces reconstructions-là et sur le NIP. Et sur la fenêtre médiastinale, l'important, et le voit aussi les fenêtres, ça on l'a vu, c'est le poumon, c'est le médiastinal trachée et tout. On a effectivement l'excavation, mais on a une autre structure qui était un fois un épaississement de la fenêtre. D'accord? Alors c'était pour vous montrer l'aspect excavé, mais chez le neutropénique, ce qui donne les excavations, ce sont les bactéries nécrosantes. Et une bactérie nécrosante, c'est le Klebsiella, c'est le staphylocoque, le Pseudomonas aeruginosa et d'autres germes. D'accord? Et cela peut, parce que le bactérien, c'est pas la même chose que le mycosique. Alors il y a des mycoses, mais il y a aussi d'autres bactéries qui sont dites fungilales, qui peuvent se comporter comme des mycoses, peut donner par la suite de l'empyème, des fistules, puis un pneumothorax, c'est-à-dire en sorte de l'auberge de l'infection en instantané, mais peuvent garder malheureusement des séquelles. Un cas de staphylococcie pleuropulmonaire, où cette fois-ci c'était chez un enfant, avec une multiple lésion excavée, une destruction parenchymateuse et un pneumothorax sous-jacent.
Et bien sûr, du moment que ça peut être, que le patient neutropénique peut apporter à lui sa bactérie communautaire, l'avoir en hospice, c'est le nosocomial et puis l'opportuniste, il peut faire tout simplement un foyer de condensation alvéolaire d'origine bactérienne, très facile comme on a l'habitude de le voir, mais c'est du bactérien en premier, encore une fois. Alors pour mémoire, quand on a un aspect en halo, c'est l'aspergillose angio-invasive en premier. Quand on a l'aspect en halo inversé, en premier chez le neutropénique, c'est la mucormycose. Quand on a l'aspect enterdépouillé, en patchy, c'est la pneumocystose. Quand on a de la miliaire, la candidémie en premier, c'est la précollance au reste. Et quand on a l'arbre bourgeant, ne pas oublier l'aspergillose broncho-invasive avant de parler bactérien. Et pour les lésions excavées, c'est les bactéries nécrosantes. Et bien sûr, pour les foyers de pneumonie, c'est le bactérien premier. Et après, c'est les autres mycoses et les eutropiologies. Le scanner doit être rapidement réalisé. L'interprétation, elle sera selon les données que vous avez, avec le type d'immunodépression, la durée de la neutropénie, la fenêtre parenchymateuse sera étudiée, et l'injection de Covid-19 pour voir le médiastin, pour voir les vaisseaux. Une concertation pluridisciplinaire. On a la chance d'avoir démarré un staff justement d'infection chez le neutropénique, en fait dans le cadre de l'IMAT depuis des années. Il faut chercher bien sûr les signes extra-thoraciques. Au niveau sinusien, au niveau du nez, la mucormycose, il trouve son terrain. D'accord? Et après, au niveau d'abdomen, on peut avoir des colites neutropéniques, des colites virales, des colites mycosiques. Et tout ça, ces images-là, ce sont ces mycoses qui donnent toutes ces lésions. Ils sont jolis à voir, mais très pathogènes. Je vous remercie. Très jolie présentation, très bien documentée. On a le temps pour 3-4 questions, hein, si vous avez respecté le temps. Il y a des questions? Oui, Joël. Pour la toxoplasmose, l'aspect est comment? Alors, la toxoplasmose, on ne la voit pas beaucoup, on ne la voit pas en autonomie. C'est l'immunité cellulaire, c'est dans le cadre du VIH, quand on a des fausses lymphocytes, mais pas de. Mais sinon, ça peut revêtir la même chose. C'est-à-dire, on peut avoir un aspect qui est en avant bourgeant, ça dépend encore une fois de la façon avec laquelle c'est décidé. D'accord? Est-ce que c'est des hématogènes? Est-ce que c'est du bronchogène? Et elle peut revêtir tous les aspects. Avoir le même aspect qu'au niveau du cerveau, c'est-à-dire l'aspect nodulaire avec l'excavation et tout ça, comme ça peut être une destination qui est un tout petit peu éphémère. Et pour la tuberculose, les aspects sont pareils? Les aspects, ils sont pareils, mais on a moins, si vous voulez, sur le tumoral par exemple. La nécrose, encore une fois, parce que je parle de neutropénie, la neutropénie, on ne voit pas la tuberculose chez le neutropénique, comme ça d'emblée, sauf s'il y a une réactivation lésionnelle, mais quand il y a atteinte, c'est principalement la miliaire, c'est-à-dire dans le cadre de la neutropénie, ce qu'on a vu comme atteinte, c'est principalement la miliaire, et des petits nodules qui sont disparates, mais pas l'aspect pseudo-tumoral, excavé, etc. Ça nécessite un peu plus de temps, si vous voulez, un peu plus de défaillance immunitaire autre que les polynucléaires. Voilà. Oui, question ici. Oui, merci. Bien sûr, tenant compte d'aspects radiocliniques, est-ce qu'on peut envisager certains germes en fonction du degré de la neutropénie? C'est-à-dire 400, 200, même si les aplasiques ou en fait, est-ce qu'on peut prévoir certains germes et y penser un peu plus souvent en fonction du degré de... Alors déjà, y penser selon le degré de neutropénie. Parce qu'à 500 éléments, c'est déjà à un grade 4, il y a moins. D'accord? C'est-à-dire quand on dit qu'il y a moins, que le corps, il n'arrive même pas à faire la collection. Il n'arrive même pas à phagocyter. C'est-à-dire qu'on aura un peu moins de lésions qui seront nécrotiques, beaucoup plus nécrotiques. Mais par contre, on peut avoir tout le bactérien. À moins de 7 jours, c'est principalement quelque chose
que le patient apporte avec lui à l'unité. Mais quand c'est trop profond, c'est les infections fongiques invasives qui prennent le relais. D'accord? Avant, c'est beaucoup plus bactérien. Bien sûr, on ne parle pas beaucoup de virus parce qu'on peut les avoir à n'importe quel moment. Mais les types pré-ciblés pathogènes, c'est l'immunité cellulaire et l'immunité humorale. Et avant 7 jours, c'est beaucoup plus bactérien. Et après, c'est beaucoup plus fongique. Et le pneumocystose aussi. Oui, effectivement. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des différences d'aspect de la zoonocystose en fonction des patients VIH ou non? Non. C'est-à-dire, en fait, du moins que les patients que l'on a dans la série, que l'on a déjà vu, c'est principalement l'aspect patchy qu'on retrouve. Bizarrement, alors soit l'aspect patchy, soit l'aspect nodulaire en verre dépoli, centrolobulaire un tout petit peu, avec quelques conséquences. Mais majoritairement, c'est ça. Parce que j'avais cru comprendre que les kystes étaient présents dans l'un, dans l'autre. C'est la notion de... Non, c'est-à-dire que je me suis dit que, en fait, j'avais dit que si on a des kystes, c'est-à-dire que si on arrive à en avoir, mais c'est l'évolution après, on est beaucoup plus à l'aise. Pour dire que c'est très probable pneumocystose. Mais généralement, c'est soit l'aspect patchy de l'abdémonie, soit les nodules centrolobulaires. Sarah, je crois que tu veux poser la dernière question. Merci, professeur Moussalli, excellent comme à l'accoutumée. Alors, ma question, c'est par rapport à l'infection aspergillère. Alors, comme on a vu, il y a différents aspects radiologiques qu'on peut avoir selon, bien sûr, la profondeur de l'immunodépression, mais également le temps de la réalisation du scanner et le diagnostic. Maintenant, vous avez apporté un élément très informatif dans votre présentation concernant l'évolution des aspects radiologiques de l'aspergillus, depuis l'aspect de la bourgeon jusqu'à vers des couilles avec l'eau, l'aspect de l'eau jusqu'à une condensation trouée. Alors, justement, cet élément d'information qui est la progression, la succession des lésions radiologiques, est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre pratique avec la réalisation des scanners chez un patient qui est déjà immunodéprimé? Quelle rythmicité de réalisation d'un scanner si ça va être de l'eau? D'accord. Alors, j'ai une chose que je n'avais pas précisée, que la toujours invasive, ou bien chez l'immunodéprimé, c'est sur un moment qui est simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas de la qualité préalable comme pour la greffe tuberculeuse, pour la greffe aspergillère, etc. C'est-à-dire c'est une invasion d'un poumon qui est sain. Ça, premièrement. Alors, normalement, dans la pratique, ils n'avons pas l'aspergillose, mais il a greffe. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de prélèvements biologiques, le galactomanol, etc. pour, justement parce qu'ils ont la hantise de l'aspergillose pour qu'ils ne ratent pas le diagnostic. Une fois qu'il est diagnostiqué, que ce soit biologiquement, que ce soit avec l'imagerie, normalement, sous traitement, la surveillance, premièrement, c'est clinique, parce qu'on a un retard. C'est vrai, ce qui est fugace, c'est l'aspect à l'eau. D'accord? Mais après, le fait qu'il y ait de la nécrose, le fait qu'il y ait le signe du croissant, ça prend un peu plus de temps. Ça peut aller jusqu'à 15 jours. Alors, cliniquement, on prenait les paramètres biologiques, et dans un second temps, généralement, on surveille à une semaine, puis à 15 jours, justement, et une fois. C'est principalement la clinique et la biologie. Merci, mes amis. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à la troisième